Le contraire de la mort, c'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Parce que naître et mourir, ça fait partie du cycle de la vie. Et ça, c'est une rationalisation absolument merveilleuse, mais très dure à se mettre dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la mort. Ça ne veut pas dire qu'on accepte sa mort. Mais ça veut dire qu'on peut accepter le principe que pour que toute vie vive, il y a de la mort qui s'installe, il y a de la mort de nos relations, il y a de la mort de nos cellules, il y a de la mort en termes biologiques et pas juste en termes philosophiques. Vous la reconnaissez peut-être si vous avez écouté l'épisode sur le tabou ou le deuil. Celle qui parle, c'est ma précieuse Luce Desaulniers, qui étudie nos rapports et nos comportements face à la mort et le deuil depuis plus de 45 ans. Donc ici, on parle de la mort en elle-même, en essayant de la regarder droit dans les yeux, autant que faire se peut. Comment on gère son arrivée, sa présence, quelle idée on en a, ce qu'on a comme option aussi quand elle se rapproche. Sédation palliative, soins palliatifs, aide médicale à mourir anticipée. Je dois vous avouer avoir été comme prise d'une petite pudeur quand on a choisi ce mot-là pour l'épisode. La mort. Ouais, d'un coup, c'est comme si j'avais été envahie à nouveau par cette petite gêne qui m'a tant habitée à la suite du décès de mon père. À l'époque, dire dans le fil d'une conversation « mon père est mort », c'était vraiment pas simple pour moi. J'avais peur d'être lourde, de plomber l'ambiance, que la personne en face de moi soit mal à l'aise, puis là que moi je sois mal à l'aise, puis là que tout le monde soit mal à l'aise. Même, confidence, au lendemain de ces funérailles, je tournais sur une série dans laquelle j'avais un petit rôle épisodique et j'ai pas été capable de dire à personne que la veille, j'avais fini ma journée devant une pierre tombale où était inscrit le nom de mon père. En mettant la mort puis le deuil au centre de plusieurs de mes projets de création, je me suis beaucoup frappé le nez sur cette affaire-là. Que ça va pas intéresser le monde, que ça fait peur, que ça va être trop triste, puis que ça va juste tout nous donner le goût d'aller se tirer dans les égouts. Inutile de vous dire que ça me tape bien gros sur le nerf, toutes ces a priori-là. Mais bon, regardons ça, je suis tombée dans le piège. C'est exactement ce que j'ai projeté sur vous. Qu'en voyant le mot mort, ça vous mettrait peut-être mal à l'aise, ça vous ferait peur, puis que ça vous inciterait pas à écouter l'épisode. Mais honnêtement, ça serait bien niaiseux. Parce que j'ai des interviewés en or. À commencer par Jeannette Bertrand. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va vite, je marche encore très vite. Tout le monde me dit de marcher lentement, mais moi, c'est pas mon rythme, lentement. Alors, même avec une canne, puis 2 poussettes, je marche encore vite. Alors, tu sais, quand on me dit, on va y aller lentement, ça m'achale. Non, mon rythme, moi, c'est vite. Bon. J'ai écrit à Jeannette parce que j'espérais de toute mon âme qu'elle accepte de lire un extrait de texte pour un de nos épisodes. Mais quelques jours plus tard, dans ma boîte courriel, elle me répondait plutôt « Je pourrais tout simplement te parler de la mort, moi qui suis sur le palier. » Jeannette va avoir 100 ans le 25 mars prochain. Elle vient de publier un nouveau livre, « 100 ans d'amour », qui rassemble ses réflexions sur la vieillesse et où, encore une fois, elle brise 1001 tabous. Elle nous rappelle notamment que la vieillesse, comme la mort, on la cache, ce qui fait qu'on va de moins en moins cogner à la porte de nos aînés pour qu'ils nous partagent du haut de leurs expériences de vie, leurs opinions, leur regard sur le monde, les choses, la vie, ou juste qu'ils nous parlent de leur réalité. Alors qu'il y en a encore tellement à nous dire, à nous apprendre. Jeannette en a encore tellement à nous dire, à nous apprendre. Et on a comme effacé la mort, ça n'existe pas. T'es vieux, fais semblant d'être jeune. Et on se prépare pas. Et puis, je veux pas dire là, qu'il faut avoir tout fait les préarrangements. Là, je les ai pas faits encore. Mais il faut dire, je vais vieillir, mais j'ai ce temps-là. Tu sais, il y a la vie puis il y a la mort. On vit entre les deux, là. Mais il faut pas arrêter de vivre avant parce qu'on a peur. Mm-hmm. Il y a des avantages à tout. Tu sais, il y a des gens qui me rencontrent sur la rue, qui me disent, trouvez-moi un avantage de vieillir. Ben, être vivant, c'est un maudit avantage. Mm. T'es vivant. Si t'es pas vieux, t'es mort. Mm. C'est parce que t'es mort avant. Si t'es pas vieux. Pourquoi les gens ont si peur de la mort, ont si peur de vieillir? C'est parce qu'on est dans une société de performance. Faut que tu performes. Moi, j'ai vu mon père qui a pris sa retraite très tard, à 80.
Et il tenait magasin, il voyait beaucoup de gens. Et puis, quand mon frère l'a convaincu qu'il était trop vieux pour travailler, « Reposez-vous, papa », il voulait pas se reposer. Il disait, je me reposerai dans l'éternité. Moi, tout avoir l'éternité pour me reposer, laisse-moi tranquille. Et puis, quand vraiment il a dû partir du magasin, ma belle-mère m'a dit, il a vieilli d'un coup. Il était tellement triste de ne plus voir de monde qu'il allait sur le coin de la rue puis attendait l'autobus avec les gens juste pour leur parler. Quand tu dis à quelqu'un, prends ta retraite, c'est retire-toi, jeune homme. Ce que ça veut dire, retire-toi, t'es trop vieux. Retire-toi. Retraiter, le vrai mot, à la guerre, c'est prendre sa retraite, c'est perdre. C'est se retirer de l'action. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Alors, c'est pas surprenant qu'on ait peur, qu'on ne veuille pas entendre parler de la mort. C'est pourtant la chose la plus naturelle. S'il y a 2 choses naturelles dans la vie, c'est tu nais et tu meurs. Et si t'es pas mort en chemin, ben t'es obligé de vieillir. Et là, la vieillesse devient la pire chose au monde qui peut arriver. Parce que les vieux qu'on nous montre sont des gens ultra malades. On nous montre pas des gens bien. Alors là, j'ai lancé avec l'Institut de gériatrie de Montréal, de l'Université de Montréal, et je demande aux gens, vous connaissez des vieux qui sont des modèles, vous êtes peut-être même un modèle. Les aînés, on manque de modèles. On n'a pas de modèle. Voulez-vous nous écrire? Ça marche. Tu sais, j'ai des gars qui ont écrit « Ma mère est extraordinaire ». Des personnes âgées qui ont dit « Moi, j'ai trouvé un moyen d'être bien ». Tu sais, il faut qu'on montre qu'on n'a pas que des malades quand on a 80. Ouais. Qu'il y a du monde qui sont bien, qui ont toute leur tête, qui sont capables de faire des choses. C'est quoi avoir peur de la mort? Moi, je vais mourir bientôt, j'y pense tous les jours. Quand je tousse ou que j'ai un petit point, je dis, bon, c'est peut-être ça qui commence. Dans les années 70, tu penses encore que tu vas pas mourir. Tu sais, puis t'en as pour bien longtemps. Puis tout à coup arrive le 80. Et 80, c'est 90 après. Ça, c'est la grande vieillesse. Et 100, où je suis rendue. Alors, c'est là que j'ai commencé, ça fait 20 ans, que j'ai commencé à parler de ma mort à mes enfants, qui me disaient, « Maman, arrête avec ça. » Puis, à un moment donné, je leur ai dit, « Écoutez, ça a été important quand je suis née, c'est aussi important quand je vais mourir. C'est vraiment, je serai plus là. C'est grave pour moi. Laissez-moi en parler. » Je les achale pas, je leur dis pas toutes 2 minutes, « Vous me faites mourir, non. » Mais, je suis capable de faire des farces sur la mort. Au prix Gémeaux, où je dois faire un petit sketch. Je rentre et on m'applaudit. Je m'attends pas à ça, du tout. Et je leur lance, arrêtez, ou je vais vous mourir d'enfer. Mais ça a été... Il y a eu comme un silence, parce qu'on parle pas de ça. Puis après ça, les gens sont partis à rire. Et ils ont beaucoup, beaucoup ri. C'est sûr que j'ai 100 ans, c'est sûr que je vais mourir bientôt. Moi, je me donne 1 an, 2 ans, 3 ans. Maximum 3. Parce qu'après, je vais être trop vieille. Parce que là, déjà, j'ai mal partout. Où c'est que je vais avoir mal? J'ai mal partout. Est-ce que c'est quelque chose qui est angoissant? Non, pas du tout. Puis ça l'a jamais été? Ça l'a jamais été. J'ai eu une vie très, très, très complète, entière. J'ai 3 enfants. J'ai 8 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants. C'est ma base. Un ange gardien là, qui prend soin de moi, puis je prends soin de lui. Puis, mais je vais mourir. Puis on en parle tous les deux, puis il a 80, lui, maintenant. C'est plus mon jeune homme, là. C'est mon petit vieux. Est-ce qu'il est à l'aise d'en parler, lui aussi? Ça aide d'en parler, parce que on n'a pas de cachette. Alors, tu sais, oui, je vais mourir, tu sais, puis oui, on en parle. Mais pas tout le temps. Évidemment. Mais, comme moi, je leur dis que moi, je suis correcte avec ça. J'ai fait ma vie. Je suis contente de m'être occupée des autres, pas juste de moi, d'avoir pensé beaucoup aux autres. Et puis ça, je suis contente de ça. Je suis contente de mon choix de donnage. Je suis contente de tout ça. Je suis contente de mes enfants. Je suis contente de mes petits-enfants. Je les trouve beaux, puis intelligents, puis fins. Puis... Alors, tu sais, je suis correcte. Mais je voulais laisser une pensée comme ça. Quand mon père est mort, mon père était un homme connu dans le Faubourg Amblas, entre Frontenac et Iberville. Et puis, je savais pas que mon père était si populaire que ça, si aimé. C'est là que j'ai eu
qui venaient toutes me raconter ce que mon père avait fait de beau dans sa vie et de bon. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est plate qu'on ne leur dit pas ça avant. Parce que mon père, il ne l'a pas su à quel point j'étais émue de voir qu'il était tant aimé. Il ne l'a pas su. Alors, la différence avec moi aujourd'hui, c'est que moi, on me les fait, mes compliments, avant. Alors, pourquoi, quand on sait que quelqu'un va mourir, on ne réunit pas tout de suite sa famille, ses amis, et qu'on ne fait pas devant lui son post-mortem. C'est-à-dire qu'on va lui dire qu'on l'aime, qu'on va lui dire à quel point il était bon, puis à quel point... Pourquoi ne pas faire ça avant qu'il meure? C'est trop tard après. Être plus jeune, là, je partirais ça. Faire une cérémonie pré-mort. Assez bien pour qu'elle ait toute sa tête, elle ait toute sa tête, puis là, les amis puis les parents viennent lui dire tout ce qu'il dirait s'il était mort pour vrai, pour qu'il l'entende, puis qu'il parte avec le sourire. Ah, ce monde-là m'a aimé. Ouais. Tu sais, moi, quand je pense à ma mort, je veux mourir comme mon père. Je veux mourir entouré des miens. Et moi, je me souviens, là, d'avoir pris papa dans la cuillère, là, tu sais, puis l'embrasser, là, tu sais. Et puis, merci, papa, merci. On t'aime, puis alors, je veux mourir comme ça. Si vous souhaitez participer au projet de Jeannette, mettre de la lumière sur nos aînés inspirants, vous pouvez le faire en allant sur le site de l'Institut de gériatrie de Montréal, qui, par ailleurs, regorge d'informations, d'outils et de références. Allô, François-Julien? Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Yes, hey, merci vraiment de prendre le temps. Là. Je suis désolée pour les... Contrairement à Jeannette, mon père avait très peur de mourir. Puis comme je l'évoquais dans l'épisode sur le tabou, sa mort est survenue après une longue agonie déstabilisante qui ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer ou même projeter. Puis pour tout vous dire, j'en ai même voulu pendant un temps de nous avoir fait ça, d'être partis comme ça, en nous laissant avec ces dernières images-là de lui. Bon, là, le temps et la psy aidant, je suis vraiment en paix maintenant avec ça. Mais quand j'y repense, je trouve ça quand même particulier d'être arrivé dans sa chambre d'hôpital avec autant d'a priori, avec autant d'images dans le cerveau de comment ça allait se passer, quelles émotions on allait vivre, quelles grandes révélations on allait sûrement se faire. Puis en parlant de ça avec Laurence, elle a eu l'idée d'appeler François-Julien Côté-Rémy, un candidat au doctorat en sciences des religions à l'UQAM qui se spécialise notamment dans l'histoire de nos attitudes face à la mort. Dans sa thèse de doctorat, il remet justement en question ce concept-là de belle ou de pas belle mort. Puis en fait, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que les gens qui ont peur de mourir nous font peur. En fait, ça nous terrifie. Puis moi, j'ai l'impression en fait que tous les concepts de santé spirituelle, mais même de belle mort aussi, ça vise surtout à recouvrir le fait que la mort, c'est quelque chose qui peut être terrifiant, ça peut même être très laid. Donc au sens esthétique. Puis là, mon idée, c'est pas de dire que la belle ou la bonne mort, ça existe pas, ou qu'il y a personne qui est serein devant la mort. C'est juste de dire que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui meurent mal, soit parce que leur mort est terrible, agonisante. Il y en a qui ont peur de mourir, puis cette peur-là va les accompagner jusqu'au dernier instant. Tu sais, ça prend quand même des capacités de mentalisation hors du commun, en tout cas à mon avis, là, pour être en paix avec le fait de mourir. Puis il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Là. La plupart des gens passent très peu de temps en soins palliatifs, là, quelques jours à peine en moyenne. Donc c'est difficile de voir comment quelques jours peut apaiser ta peur de la mort, etc. Tu sais. La gravité de la maladie aussi. J'ai joué dans le portrait, donc il y a beaucoup de gens qui vont vivre leurs derniers instants en étant complètement dans les vagues. Tu sais, donc ça prend un concours de circonstances assez difficile à réunir pour qu'une personne meure bien. Tout le discours au sujet de la mort, toutes les attitudes qu'on va prescrire finalement aux personnes mourantes, ça reste chrétien, tu sais, même si c'est pas dit explicitement, ça vient de là. Les gens ne vont plus aussi massivement à l'Église. C'est quand l'Église catholique se prononce sur divers enjeux, mais ces discours-là ne sont plus en phase avec les opinions entretenues par la majorité de gens au Québec. Mais ça ne change rien au fait que culturellement, et donc là, ça, on change un petit peu de niveau, culturellement, on demeure chrétien à de nombreux égards. Un bon exemple de ça, c'est quand on parle du pardon. Et le pardon, c'est important de pardonner, etc. Ça, c'est un truc qu'on ressasse énormément aux personnes mourantes. C'est important de pardonner et d'être pardonné.
Oui. Ça, c'est chrétien, tu sais. Puis c'est pas parce que ça a une origine chrétienne que c'est mauvais en soi, tu sais, on voit. Parce que l'aide médicale à mourir, ça bouscule la représentation chrétienne de mourir. Donc, c'est Dieu qui choisit le moment et aussi, c'est la façon de mourir. C'est comme si on court-circuitait ce processus-là. Quand on s'intéresse aussi aux représentations plus médiévales, c'est du mourir, ben, tu sais, l'agonie, c'est très important dans l'expérience du mourir. D'abord parce que c'est une image de l'agonie que Jésus aurait vécu sur la croix, mais aussi parce que c'est une manière de tester son caractère d'une certaine manière. Donc la mort, c'est comme l'épreuve morale ultime. Je suis capable d'endurer cette douleur-là et de rester serein au travers de tout ça. C'est une doctrine qu'on appelait le dolorisme, donc cette espèce d'attrait pour la douleur au moment de la mort. Devant la mort, les gens affichent comme une diversité d'attitudes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur, il y en a qui sont inconscients aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne verront jamais leur mort venir parce qu'ils vont tomber dans le coma. La maladie va affaiblir leur état de conscience au point où ils ne pourront même pas comme, se poser ces questions-là. Donc, c'est d'arrêter de prescrire des attitudes aux personnes mourantes, de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de mourir. On meurt pas nécessairement comme on veut. On parle beaucoup d'apprivoiser la mort là, dans les études sur la mort. Mais moi, je changerais ça un peu. C'est pas la mort en tant que telle qu'il faut apprivoiser, mais plus les personnes mourantes, surtout celles qui ont peur. Donc, d'apprendre à vivre finalement avec le fait que ça a l'air d'un événement terrifiant. De ne pas voir ça comme une faiblesse de caractère, de ne pas avoir su mentaliser le fait que tu vas mourir. Dans les dernières années, là, chaque fois que je voyais une scène de mort dans une série télé ou dans un film, si je prenais des notes, puis à chaque fois, ça n'a pas d'allure. Les gens ont pas l'air d'être particulièrement effrayés. Ils ont toute leur tête, ils sont capables de transmettre des leçons de sagesse aux personnes qui sont autour d'eux. C'est des gens qui vont vivre un certain dénouement au niveau interpersonnel, donc on va voir tous les processus de pardon qui vont s'accomplir, mais les gens meurent pas comme ça en général. Puis, un livre qui m'a beaucoup marqué, ça s'appelle « Les acteurs ne savent pas mourir ». Un urgentologue qui dit, moi, je vais au théâtre, je vais au cinéma, puis les gens, ils meurent, ils sont bien entourés, ils ont juste des bonnes leçons à transmettre à tout le monde, puis là, ils meurent en plus un dernier soupir, puis tout le monde est quasiment content de voir la personne mourir de même, puis lui, il dit, moi, mon quotidien, c'est pas ça du tout, là. Les gens, ils meurent de manière tout à fait horrible, puis c'est pas une attitude de paix, de sérénité. Moi, je tirais l'attention là-dessus, de faire la paix avec le fait que c'est peut-être pas possible d'avoir une attitude sereine par rapport à la mort. Il faut apprendre à vivre avec ça. Dire qu'avoir peur de mourir, c'est pas une bonne attitude. C'est comme dire à quelqu'un qui pleure que sa tristesse, c'est pas une bonne attitude. C'est comme moi, je trouve que c'est presque insensible. C'est que ça manque d'empathie. Là. Bonjour. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Mon prénom est Mathilde. Joël. C'est Florence. Olivier. Laurie Jane. Si je te disais que je connais l'heure de ta mort, est-ce que tu voudrais le savoir? Wow. Oh là là. Oui. Non. 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 Je crois que je veux pas le savoir. Parce que la mort a un côté imprévisible, puis de connaître l'heure, amènerait un peu une prévisibilité, puis je voudrais pas nécessairement avoir à décider ou changer mes choix au quotidien, sachant que je connaîtrais cette fin-là. Que je vivrais avec trop d'anticipation, tout serait réglé comme au quart de tour, et ça me stresserait. Faut vivre sa vie comme s'il y avait pas de lendemain. Faut que la vie décide ce qui est mieux pour moi, sans que je le sache. Ben, premièrement, c'est mon pire cauchemar de savoir que je vais mourir et de devoir dire adieu à tout le monde que je connais en ayant conscience que je vais mourir à telle date. À moins que ça soit vraiment dans très longtemps, là. Je pense que j'aime mieux être pris par surprise. J'aimerais ça savoir pourquoi je meurs. Puis ça te ferait pas peur de savoir à quel moment c'est? Non, parce que je préférerais savoir pour profiter de ma vie. Saint-Raphaël, je vous pourrais tirer la poignée. Parfait. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui. J'ai rencontré Véronique Boutry à 14h. Est-ce que vous avez rendez-vous? Oui. OK. Vous allez signer votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir. Les soins palliatifs sont nés officiellement en 1967 à Londres, avec l'inauguration du St. Christopher's Hospice, un centre de soins qui s'adressait aux malades cancéreux en phase terminale.
On définit les soins palliatifs comme des soins holistiques centrés sur la qualité de vie et le soutien des patients ayant une ou plusieurs maladies graves, de leurs aidants et leurs proches. Souvent, les gens nous disent, quand ils arrivent, ils disent « Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus beau que je pensais. C'est lumineux. » D'après moi, ils s'attendent à avoir un mouroir, peut-être de ce qu'on voyait autrefois, de quelque chose de très sombre, triste. On essaye de mettre du beau partout. Du beau dans nos services, sur les murs, dans nos assiettes. À la Maison Saint-Raphaël, le monde adore la nourriture parce que c'est pas de la cuisine de cafétéria. Fait que les gens sont souvent surpris en arrivant ici. J'essaye encore d'imaginer une façon qu'on pourrait, en amont, que les gens puissent avoir accès à ce que c'est l'essence de Saint-Raphaël, mais des autres maisons de soins palliatifs, parce qu'on n'est pas seul, puis on s'inspire entre nous. Ici, au Québec, le premier service de soins palliatifs a vu le jour en 1974 à l'hôpital Royal Victoria. Depuis, on retrouve des unités de soins palliatifs dans la majorité de nos hôpitaux et aussi des maisons de soins palliatifs, qu'on compte au nombre de 37 un peu partout dans le Québec. Là, je me trouve dans l'une d'elles, la maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël, qui a ouvert ses portes en 2019 à Montréal. Je suis assise devant Véronique Després, la directrice des services multidisciplinaires de l'établissement. Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans le milieu des soins de fin de vie. Avant d'être directrice à Saint-Raphaël, elle a notamment été travailleuse sociale en oncologie et en soins palliatifs dans différents hôpitaux. C'est donc un milieu qu'elle connaît à l'endroit, à l'envers. Contrairement à moi, qui avait bien de la question. Dans le parcours de quelqu'un qui est atteint d'une maladie X, les soins palliatifs, ils arrivent à quel moment? Bien, je te dirais, en ce moment, règle générale, ils arrivent beaucoup trop tard. OK. Dans le sens que, tu sais, on parlait plutôt par rapport à la difficulté d'adresser la question de la mort en général dans notre société. Bien, ça se traduit aussi dans les interactions que les gens vont avoir avec leur équipe médicale. Pour avoir travaillé longtemps là, dans ce milieu-là, il y a comme une espèce de danse qui est une danse qui est inconfortable, je dirais bien souvent, entre l'équipe médicale, l'équipe clinique, là, fait que j'inclus là-dedans médecins, infirmières, équipe multidisciplinaire, versus le patient et la famille. Souvent, dans mes observations, ce que je vois des équipes multidisciplinaires et médicales, et les infirmières, c'est qu'ils vont y aller avec un peu les questions que le patient et ou la famille vont poser par rapport à la fin de vie. Fait que des fois, si les patients posent pas de questions à savoir où est-ce que j'en suis avec mon pronostic, est-ce que je vais mourir, ben ils laissent tarder la question jusqu'à temps qu'on soit rendu à la dernière minute. Maintenant, du côté du patient et de la famille, des fois, les patients, eux, se disent, ben c'est le médecin qui le sait, il va m'en parler quand ça va être le temps. Des fois, le patient, ben il sent qu'il est en train de mourir, mais il n'ose pas poser la question, parce que quand on pose la question, il faut être prêt à entendre la réponse. Hein? Des fois, il y a la famille qui veut le savoir, mais le patient veut pas, ou vice-versa, le patient veut le savoir où est-ce qu'il en est avec sa fin de vie, mais la famille n'est pas prête à l'entendre. Fait que c'est une danse, je dirais, à trois, là, si on prend l'équipe médicale et clinique comme une entité. C'est une danse, des fois, qui n'est pas toujours confortable. Mais pour être dirigé en soins palliatifs, c'est quand même le médecin qui va dire... Exact. Ici, est-ce que c'est privé ou c'est public? La grande majorité des maisons de soins palliatifs au Québec, c'est des organismes sans but lucratif, mais subventionnés, dépendant de la maison, à un certain pourcentage qui vient du ministère de la Santé. OK. Mais en grande partie, c'est des fonds grâce à des donateurs privés. Donc, que ce soit des gens qui sont décédés et qui vont, en lieu de fleurs, vont demander des dons à la Maison Saint-Raphaël ou une autre maison. Mais il y a aussi des grands donateurs qui veulent donner à une cause puis qui vont choisir les maisons de soins palliatifs. Mais donc, le patient qui arrive ici, est-ce qu'il doit débourser de l'argent? Non, absolument rien. Au fait, c'est pas vrai. Ce que les gens ont payé, c'est leurs médicaments, parfois aussi des produits d'incontinence. Mais autrement, la chambre, le logement, les repas, tout ça, c'est payé. Puis évidemment, les services, donc les services du médecin, des infirmières et de l'équipe multidisciplinaire, tout ça, c'est gratuit. Fait que les soins palliatifs, c'est une approche interdisciplinaire. Fait que oui, il y a le médecin qui arrive avec ses médicaments, mais il y a aussi les infirmières qui offrent énormément de soutien en présence ou même des fois au téléphone. Ils sont beaucoup en contact avec les patients à la maison. Fait que leur intervention va de pair avec celle du médecin pour assurer un suivi qui est vraiment serré.
on est moins interventionniste. Donc, on n'est plus dans un mode curatif, on n'est plus dans un mode, on va essayer de renverser les pertes. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, bon, là, on le sait, on fait face à un déclin. Et le déclin, ben, il vient avec des symptômes. Donc, le médecin va donner des médicaments pour rendre la personne confortable. Le physiothérapeute, par exemple, il sera pas dans un mode réadaptation. OK? S'il sait que, mettons, on a quelqu'un qui a une métastase au niveau du fémur, qui lui fait mal, puis qui l'empêche de marcher comme il voudrait, ben le physiothérapeute, ça sera pas, l'objectif, ça va pas de lui redonner de la force pour qu'il soit capable de remarcher à nouveau. L'objectif, ça va être de peut-être lui suggérer une façon de se déplacer qui va amener le moins de douleur possible. La travailleuse sociale qui va adresser peut-être les questions financières, au lieu de parler d'un retour au travail puis d'un retour à une stabilité financière, ben là, ça va être plus de dire quelle est votre situation financière actuelle, comment vous allez planifier pour votre décès, comment vous pouvez gérer vos finances actuelles pour être capable de survivre jusqu'à votre décès. Nous, ici, on a un centre de jour et on a une maison de soins. Le centre de jour, c'est comme une genre de clinique externe pour les gens qui habitent encore à la maison, pour des gens qui peuvent être encore même en traitement, donc des gens qui peuvent être relativement en forme, qui viennent ici pour recevoir des soins. Mais on offre aussi au centre de jour des services aux proches aidants et aux personnes endeuillées. Donc, pour nous, dans notre philosophie, la trajectoire idéale, c'est que les gens nous sont référés plus tôt que tard au centre de jour, que les personnes qui sont malades viennent, mais qui viennent accompagner avec leur famille, puis qu'on puisse aider la personne qui est malade, mais la famille dans son entièreté. Quand je dis la famille, j'inclus les enfants. On reçoit beaucoup d'enfants ici à la Maison Saint-Raphaël. Puis qu'ils soient capables de recevoir tous les services que je te parlais tantôt, là, acupuncture, massage, on a un bain thérapeutique, on a de l'art-thérapie, musicaux, travail social. Donc, tous ces services-là, jusqu'à temps que la personne arrive vraiment plus proche de sa fin de vie. Il y a des gens, encore une fois, j'ai dit, c'est pas une science infuse, il y a des gens qui arrivent ici avec un pronostic de moins de 3 mois puis qui restent 2 semaines. Puis il y en a d'autres personnes qui vont rester 4 mois, 5 mois parce que ils ont surpassé l'évaluation initiale du médecin. Mm-hmm. Puis les soins palliatifs, on peut aussi en recevoir à la maison. Exact, oui. Il y a des médecins qui se déplacent à domicile pour offrir des soins palliatifs. Il y a évidemment des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, des accompagnateurs en soins spirituels. Donc, il y a des petites équipes qui se déplacent à la maison pour les gens qui choisissent de mourir à la maison. Est-ce que ces services-là sont offerts partout dans le Québec? Ben oui et non. Tous les CLSC offrent des soins palliatifs. Est-ce que tous les CLSC ont les mêmes ressources? La réponse, c'est non. Il y a des régions éloignées qui en ont presque pas. Comme d'autres services ailleurs. Là, les régions éloignées, c'est toujours ça l'enjeu quand les soins doivent se déplacer à domicile. Fait que ça varie vraiment beaucoup, c'est très inégal. Puis on veut respecter la fin de vie, on veut respecter le choix de la personne autant que possible. Donc, si c'est vraiment important pour quelqu'un de mourir à la maison, je pense qu'il faut tout faire pour soutenir ça puis réaliser ce désir-là, ce souhait-là. Mm-hmm. Puis je sais que dans l'adoption de la loi sur l'aide médicale à mourir, les soins palliatifs ont résisté beaucoup. Est-ce que tu sais pourquoi? Bien, je pense qu'à l'époque, la résistance venait du fait que déjà, les soins palliatifs, c'est un peu un sujet difficile là, dans le milieu médical. Là, comme je disais tantôt, c'est la mort, c'est toujours une question qui est ambiguë, question qui me rend un peu mal à l'aise. Donc, il y avait un peu une crainte que les équipes de soins palliatifs déploient beaucoup d'énergie à se faire connaître, à ce qu'on nous réfère des patients au bon moment, plus tôt que plus tard dans la trajectoire de la maladie. Puis là, on se disait, ben, on va voir des services comme l'aide médicale à mourir voir le jour, avec la peur que peut-être que les gens n'ont pas une pleine conscience des soins palliatifs ou pour des gens qui sont dans des secteurs où est-ce que, comme je disais tantôt, c'est très inégal l'accès aux soins palliatifs au Québec. Donc, dans un secteur où est-ce que l'option d'avoir des soins palliatifs n'existe pas vraiment. Inversement, tu sais, c'est intéressant la question de l'aide médicale à mourir, parce que je pense que l'aide médicale à mourir a vraiment rehaussé le discours sur la mort et par le fait même a adressé aussi les soins palliatifs. Fait que je pense que les soins palliatifs avaient peur de l'aide médicale à mourir, mais en même temps, l'aide médicale à mourir, je pense qu'a ouvert un dialogue intéressant sur la mort et donc
Il y a encore, par contre, beaucoup de travail à faire sur notre compréhension des soins palliatifs. Puis encore une fois, j'insiste, c'est les soins palliatifs plus tôt. C'est vraiment de ne pas avoir peur. Ça prive tellement de gens d'avoir plus tôt ces services-là, puis que les gens ne se sentent pas mal. Moi, je pense que le message que je pouvais laisser aujourd'hui, là, c'est de dire aux gens, parlez-en à votre médecin. Puis si lui a de la résistance, bien, poussez pour en avoir quand même, parce que c'est une mauvaise conception des soins palliatifs que de penser que c'est juste pour la fin de vie. Le nombre de personnes, ça me brise le cœur, qui sont assis juste où est-ce que tu es assis, puis qui me disent, mon Dieu, je savais su que j'avais accès à ça avant, j'en aurais tellement profité. Je me dis, tout le monde y a droit, puis ça peut tellement faire une différence. On le sait, les recherches, les chiffres sont là. Donc, il faut sortir de l'idée que c'est juste dire, là, le patient, il tombe d'un vape. On lui donne de la morphine, puis on lui humecte les lèvres. Tellement, les soins palliatifs, c'est de la musique, c'est de l'art, c'est la vie. Honnêtement, là, c'est la vie. C'est une affaire particulièrement sensible à laquelle font face les jurés de la cour d'assises de Lyon. Cette fin de semaine comparait une jeune femme de 32 ans accusée du meurtre de son grand-père. À Grenoble, Chaumont ou Rennes, où je me trouve actuellement, ils sont 10 militants répartis sur tout le territoire à avoir été mis en examen les 3, 4 et 5 mars derniers. Ce qui leur est reproché, avoir aidé des personnes à se procurer un puissant anesthésiant illégal en France, permettant une mort douce et sans douleur. Cette affaire relance la question de la fin de vie. Suzanne Palot, 74 ans, est décédée en octobre 2021, tuée par son mari à Île-aux-Monts dans l'Aube. Et donc elle m'a demandé de l'aider à mourir, vu qu'elle ne pouvait pas se suicider seule, étant bloquée sur le lit. Bernard Palot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cet homme de 95 ans était malade depuis de nombreuses années et avait perdu toute autonomie. Il ne pouvait plus marcher, manger ou se laver seul. La défense parle, elle, d'euthanasie, un acte d'amour pour cet homme qui réclamait de mourir selon la jeune femme. Comment la justice s'empare-t-elle de ces dossiers si sensibles ? Comment juger ces crimes qui, à chaque affaire, relancent le débat autour de la fin de vie ? Ces extraits de bulletins de nouvelles français datent pas d'il y a 15 ans, mais de cette année. L'aide médicale à mourir est toujours pas légalisée en France. J'habitais encore là, en France, il y a 10 ans, en 2014, quand l'aide médicale à mourir a été adoptée ici au Québec. Fait que j'ai suivi plutôt de loin tout ce qui s'est passé pour que soit finalement adopté ici le projet de loi 52 concernant les soins de fin de vie, soit l'aide médicale à mourir. Dans un passé pas si lointain, on en entendait des reportages, des récits comme ceux-là dans nos bulletins de nouvelles au Québec. Jusqu'à ce qu'arrive dans notre paysage politique Véronique Yvon, l'instigatrice et la vice-présidente de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, qui s'est déroulée de 2009 à 2012 et qui a mené à l'adoption du projet de loi 52, l'aide médicale à mourir. Laurence est allée à sa rencontre, question d'aller replonger dans l'histoire de comment c'était né, comment ça s'était construit, tout ça. Ça qui, je pense qu'on peut le dire, a changé notre mourir au Québec. En fait, le dossier de l'aide médicale à mourir faisait un petit peu partie de moi avant d'aller en politique. Okay. Pas précisément juste l'aide médicale à mourir, mais la réflexion sur la fin de vie, sur l'autodétermination des personnes. J'avais cette sensibilité-là depuis les années 90 quand j'ai étudié en droit, parce qu'il y avait eu la cause à l'époque de Sue Rodriguez qui s'était rendue en Cour suprême, qui était cette femme de la Colombie-Britannique qui demandait de pouvoir être aidée. Elle avait la sclérose latérale amyotrophique. Amyotrophique latérale qui attaque son système nerveux finira par la priver de toute son autonomie, à tel point qu'elle sera incapable de mettre fin à ses jours toute seule. Or, si suicide est légal, l'assistance au suicide est criminelle. Sue Rodriguez demande aux tribunaux le droit qu'on l'aide à mourir légalement. There is no point in continuing this suffering, not just for myself, but for the loved ones around me. Les juges rejettent sa demande. Sue Rodriguez est morte, mais pas comme elle l'aurait voulu. Elle a perdu son combat contre la loi. Ça m'a toujours suivie. Ça m'a toujours intéressée après de voir comment les gens se positionnaient, les développements par rapport à ça, les questions éthiques. Puis, j'ai accompagné, moi, dans l'année avant que je sois élue, des proches jusqu'à la mort. Donc, ça a été des expériences aussi très fortes.
Donc, il y avait la théorie, puis il y avait la vraie vie. Puis le fait est que quelques mois après que je sois arrivée en politique, l'enjeu est devenu important parce qu'il y a eu un citoyen de la Ville de Québec qui a pris la parole publiquement, qui lui était atteint d'une maladie dégénérative, qui disait, il me semble que le Québec devrait agir là-dessus. C'est pas juste une question de droit criminel, c'est une question humaine, c'est une question de santé, c'est une question d'accompagnement des personnes malades. Puis parallèlement à ça, le Collège des médecins avait mandaté un comité ancré beaucoup dans l'éthique pour voir comment on pourrait apporter des réponses du point de vue de la pratique professionnelle des médecins quand eux-mêmes sont aux prises avec des patients pour qui ils voient qu'il y a pas d'issue. Donc, il y avait comme cette espèce de petit moment où l'enjeu est revenu de l'avant. Moi, j'en ai parlé à mon caucus, à mes collègues, à ma chef, Mme Marois, en disant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, puis il faudrait amorcer une réflexion au Québec là-dessus. Et puis là, ça s'est enchaîné dans le sens où Mme Marois a été d'accord, mon caucus a été d'accord, puis là, ils m'ont dit, ben, tu pourrais peut-être présenter une motion. Puis moi, j'avais vraiment le goût de le travailler de manière transpartisane. Et puis là, ben, c'est comme ça qu'on a fait des discussions avec les autres partis. Moi, je dis toujours que c'est peut-être la chance du débutant. J'avais même pas une année de vie politique dans le corps. Les autres partis ont accepté. Ma motion a été acceptée à l'unanimité. J'ai été nommée comme vice-présidente de la commission par mon parti. Puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais pour moi, c'était ancré vraiment dans un vécu multidimensionnel, intellectuel, académique, humain, où je me disais, faut qu'on ait cette discussion-là. Puis j'avais pas envie que ce soit juste des têtes fortes ou des gens qui ont une voix dans les médias ou dans la société qui puissent s'exprimer là-dessus. Pour moi, c'était vraiment important qu'on donne la parole à beaucoup de monde pour entendre tous les points de vue, les citoyens comme les experts. Je trouvais ça vraiment important. Puis ma crainte, c'était que si les élus, on n'assumait pas notre leadership sur cette question-là, ça allait juste être une question judiciarisée qui allait faire l'objet de décisions des tribunaux. Puis je pense pas que pour ces enjeux-là, c'est ça la solution idéale. Au départ, dans le fond, chaque parti nomme des membres. Donc, il y avait comme une douzaine de membres des partis. Et puis, Jeffrey Kelly et moi, ben nous, on est comme le président et la vice-présidente, le comité directeur, et que tout aurait pu opposer. Moi, j'étais une toute jeune élue. Lui, il avait plus de 20 ans d'expérience politique. Lui, c'est un libéral fédéraliste du West Island, anglophone. Moi, je suis la petite fille de Joliette, souverainiste, qui vient d'une région qui est toute nouvelle en politique. Mais il y a vraiment eu une rencontre là. À l'époque, on entendait les mots euthanasie, suicide assisté. On parlait pas d'aide médicale à mourir. Ça, c'est nous qui avons créé le vocabulaire. Le vocabulaire qui maintenant est utilisé partout au Canada, qui est repris en France en ce moment dans les débats. Donc, tout était à bâtir, mais on y allait sans a priori. On voulait écouter les gens. On voulait que la société évolue ensemble. Donc là, on a structuré les travaux. Rapidement, on s'est dit que ce serait bien d'y aller en 2 temps. Premier temps, on a voulu consulter des experts pour ensuite pouvoir faire un document de consultation que tous les citoyens pourraient s'approprier pour, dans un deuxième temps, vraiment faire une tournée du Québec pour aller vers les gens, pour sortir des murs de la stricte Assemblée nationale. Ça a été très riche parce qu'on a été éclairés dès le départ par des éthiciens, des médecins, des juristes, des travailleurs sociaux, des psys. C'est vraiment donné un souci d'entendre des gens de tous les points de vue. On faisait même par exprès dans les journées d'audition pour des fois avoir une personne pour l'aide médicale à mourir, une personne contre pour susciter des débats, que les gens entendent les autres points de vue. Le milieu des soins palliatifs, notamment au début, avait beaucoup de réticences, avait des craintes que ça puisse nuire au développement des soins palliatifs. Mais je dirais, chez les citoyens, il y avait assez rapidement un bon consensus. Puis on a fait une consultation en ligne aussi qui a recueilli un nombre record de gens qui se sont prononcés, qui ont lu le document, qui ont répondu. Puis c'était très majoritairement favorable. Mais nous, c'était pas un sondage qu'on faisait. C'était pas une question de on a tant de pour, on a tant de contre, fait qu'on va aller dans ce sens-là. C'était une question d'être éclairé le plus possible par toute la panoplie d'arguments, de sensibilité, de vécu qui pouvaient être pertinents dans notre travail et d'exercer notre jugement pour évaluer, OK, à la lumière de tout ça, où se situe le bien commun, où se situe la juste chose à faire. Bref, vaste mandat. Puis en fait, moi, je dis toujours que je remercie les gens qui étaient très, très opposés parce que je pense que la réflexion qu'ils nous ont forcés à faire a amené à une bien meilleure loi. Et puis la loi québécoise, c'est la seule loi au monde à ce jour
jour qui porte le titre « Les soins de fin de vie » et non pas juste une question d'aide médicale à mourir. Et elle touche vraiment l'ensemble du spectre de l'accompagnement de la personne. Le focus de la loi, c'est pas l'acte médical, c'est l'accompagnement de la personne qui est en fin de vie, qui est malade et qui a besoin qu'on allège ses souffrances, qu'on réponde à ses souffrances. Donc, on parle autant de soins palliatifs que d'aide médicale à mourir dans la loi. Alors, c'est sûr que ça, c'est un garde-fou. Ça arrivera pas qu'on va se dire, bof, les soins palliatifs, on n'investit plus là-dedans. Au contraire, parce que les gens peuvent lever la main pour dire, écoutez, vous avez écrit dans la loi que j'ai droit à des soins palliatifs. C'est quelque chose qui a rassuré beaucoup de monde. Il y a d'ailleurs des gens qui étaient venus en commission parlementaire, des médecins qui étaient farouchement opposés à toute ouverture à l'aide médicale à mourir et qui ont cheminé tellement ils sont devenus ouverts à l'aide médicale à mourir et même que certains la pratiquent aujourd'hui. Parce que quand des patients qui suivaient depuis longtemps en sont venus, eux, dans leurs valeurs, dans leur conception profonde de ce qu'ils voulaient comme mort, avec les souffrances qu'ils n'arrivaient pas à endiguer, leur ont demandé l'aide médicale à mourir. Ça les a beaucoup fait réfléchir sur c'était quoi l'accompagnement idéal. Est-ce que c'est de dire, ben non, moi je peux pas, ou c'est d'écouter les valeurs de la personne, ce qui a du sens pour elle, puis de l'accompagner. Fait qu'on a des témoignages de gens qui ont vraiment évolué. Puis je pense qu'il y a une partie du fait de comment on a ancré la philosophie de la loi qui a peut-être à voir avec ça. Cet enjeu-là, il m'habitait, je l'ai porté pendant des années. Mais si on a réussi à le faire, c'est parce que toute la société s'est donné la main pour prendre un leadership collectif puis oser le faire. Puis c'est autant des ordres professionnels qui ont eu le guts de dire « nous, on y croit ». C'était pas simple pour le Collège des médecins puis les associations professionnelles de se positionner là-dessus, pour le Barreau du Québec, puis pour toutes sortes de groupes qui se sont mobilisés, mais surtout les citoyens, des centaines de citoyens qui sont venus faire des témoignages, qui sont venus partager leur vécu, leurs angoisses, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils avaient accompagné quelqu'un. Donc, c'est vraiment une avancée collective parce que la collectivité, dans tout ce qu'elle a de plus beau dans son essence, c'est donner la main pour le faire. Donc ça, c'était un dossier extrêmement difficile, mais améliorer des fins de vie puis donner aussi de la sérénité pendant le parcours de la maladie, c'est quelque chose dont on peut être fier collectivement puis qui devrait nous inspirer pour d'autres enjeux difficiles. Dès mercredi, au Québec, il sera possible de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir à partir du 30 octobre. Évidemment, les patients vont devoir répondre à des critères bien établis. Des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative, comme l'Alzheimer, pourront consentir à l'avance. J'ai fait adopter une nouvelle mouture de la loi qui prévoit donc un élargissement aux personnes en situation de handicap, les maisons de soins palliatifs qui ont maintenant l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir. Le malade devra remplir un formulaire de consentement alors qu'il est encore apte. Par exemple, lorsque je ne reconnaîtrai plus mes petits-enfants, bien là, je veux l'aide médicale à mourir. Pour une autre personne, ça sera, par exemple, lorsque je ne peux plus aller à la toilette tout seul, etc. C'est pas simplement le fait de savoir qu'on va mourir éventuellement, mais c'est le fait d'avoir un diagnostic avec des médecins. Et là, à partir de ce moment-là, les directives anticipées vont pouvoir être données. Il y a une série de rencontres, notamment avec un tiers de confiance, avec les médecins. Pour Sandra de Montigny, militante elle-même atteinte d'Alzheimer précoce, cette annonce survient au bon moment. C'est quelque chose qui me donne de l'espoir, qui m'encourage. Je sens que j'ai moins besoin de me soucier des problèmes de loi puis de politique puis tout ça pour essayer de m'assurer un avenir convenable. Puis juste de vivre mon quotidien avec mes proches. Donc, depuis le 30 octobre, en plus des soins palliatifs, de l'aide médicale à mourir, existe aussi l'aide médicale à mourir anticipée. Comme vous avez pu l'entendre, demande pas ce qu'il veut. Sur le site du gouvernement, on précise d'ailleurs qu'il n'est pas possible pour une personne de faire une demande au cas où elle obtiendrait un tel diagnostic un jour. Je me suis demandé comment c'était pour les médecins de naviguer avec ça maintenant dans leur pratique. Pour en parler, j'ai décidé de contacter ma formidable amie, la docteure Joanne Blais, médecin de famille et enseignante auprès des résidents en médecine familiale depuis plus de 30 ans. Ta formation, elle est faite pour, entre guillemets, sauver des gens. Elle n'est pas faite pour dire, ben finalement, je vous aide à mourir plus vite parce que vous avez demandé de mourir plus vite. Tu sais, il y a eu la sédation palliative avant l'aide médicale à mourir. La sédation palliative, ben c'est que tu peux demander
Moi, je veux juste dormir. Je suis plus capable de souffrir, mais je veux pas que vous me fassiez mourir trop vite. C'est pas la médicamentation de confort dans laquelle on met un patient. Chez nous, les soins de confort, c'est vraiment que tu enlèves les solutés, tu t'assures juste qu'il y a pas mal, mais il dort pas nécessairement. Elle a mal, elle se réveille, puis là, ben après ça, tu lui redonnes, mettons, de la morphine, elle se rendort, puis là, à un moment donné, quand la morphine arrête de faire effet, elle se réveille. Mais tu sais, ça reste, la personne peut pas du tout avoir mal, mais elle peut avoir mal. Alors que la sédation palliative, tu vas faire le choix de dire, écoutez, moi, tout ce que je veux, c'est dormir, j'en peux plus, je suis fatiguée. Mais je veux pas que quelqu'un arrête mon cœur. Ouais. Fait que c'est ça, fait que tu t'assures qu'ils dorment tout le temps. Fait qu'ils sont toujours confortables, ils sont relax. Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas. Parce que ça dépend vraiment de chacun. Fait que ça peut être un choix que les gens n'entendent pas nécessairement parler de temps. Parce qu'en ce moment, on est beaucoup sur l'aide médicale à mourir. Tu vois, j'ai accompagné une de mes patientes, c'était quelqu'un que j'ai suivi pendant des années, puis là, qui me dit, Joanne, je veux absolument que tu sois là. J'arrive là, puis la personne qui faisait l'aide médicale à mourir, c'est quelqu'un avec qui je travaillais à Saint-François, donc que je connaissais très bien. Puis, fait que je l'ai accompagné pour qu'il m'explique quand est-ce que tu vas chercher les 2 valises, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis 1 heure avant, puis 3 heures avant, puis 5 minutes avant. Puis fait que j'ai comme tout vécu ça en me disant, c'est un gros processus. En même temps, ça m'a rassurée de savoir que ça respectait. Parce que moi, j'avais énormément peur de ça au départ. Je me suis dit, écoute, les êtres humains étant humains, ils vont faire des humaineries qui vont convaincre des gens de demander l'aide médicale à mourir alors qu'ils ne l'auraient pas demandé. Tu comprends? Ben oui. J'avais tout ce questionnement-là. Et là, j'ai vu que les règles étaient vraiment bien respectées puis qu'il y avait encore du temps la journée même pour que la personne, si elle voulait changer d'idée, change d'idée. Fait que, tu sais, ça m'avait comme rassurée. Mais quand je suis arrivée, il y avait ses enfants, son mari... Puis elle me dit, il faut que je sois à côté de moi, à ma tête. Fait qu'elle est couchée. Moi, je suis à sa gauche. Puis là, elle me tient la main, puis elle me regarde. Puis là, elle regarde son monde. Puis ils viennent de prendre un verre de champagne. Puis le docteur qui est venu, il dit, vous êtes toujours convaincue, madame? Oui, je suis toujours convaincue. Mais je te dirais, quand il a commencé à lui dire, bon, ben là, vous comprenez, je vais vous injecter la première seringue parce que ça va vous endormir. Juste avant qu'il l'injecte, elle me regarde, elle dit, penses-tu que je fais la bonne affaire? Je m'attendais tellement pas à ça, Marie-Ève, là, que j'ai fait comme... je pouvais pas y dire oui ou non. Ben non, voyons. Puis là, j'ai fait... est-ce que c'est toujours votre choix? Oui. Bon, ben c'est correct. Là, elle m'a regardée. Puis là, après ça, elle s'est endormie. Mais là, tout le monde s'est mis à pleurer. Puis moi, tu comprends-tu, j'ai 2 pitons. Je ris ou ben je pleure. Ça n'a pas été compliqué. Ping! Ah, je me mets à pleurer. C'était de toute beauté. Après ça, le docteur dit, bon, ben maintenant, il continue à parler à la patiente. C'est ça que je trouvais génial. Parce qu'il continue à dire, bon, bien là, maintenant, je vais vous injecter la seringue qui va faire en sorte que votre cœur va arrêter tranquillement. Puis après ça, j'injecte la 3e seringue pour que vous arrêtez de respirer. Bon. Mais il parlait comme si elle entendait. Fait que je trouvais que c'était très doux. Puis, tu sais, elle est décédée avec le sourire, là. Tu sais, elle n'est pas décédée crispée. Fait que ça, je me disais, bon, ça a sa place. Après ça, est-ce que moi, je suis capable de faire ça? La réponse, c'est maintenant, oui, je serais capable. Est-ce que je ne ferais que ça? Non. Mais donc, c'est pas obligatoire, là. Les médecins sont pas obligés de faire de l'aide médicale à mourir. Non. Mettons que, toi, ton docteur veut pas d'en faire, mais il y a l'obligation, dans son code de déonto, de dire, OK, je vais faire une consultation avec quelqu'un qui en fait. Fait que là, tu vas avoir un premier docteur qui va venir te voir, et là, ça prend un 2e docteur pour que les 2 aient la même opinion avant que tu puisses l'obtenir. Pour justement qu'il n'y ait pas de dérapage. Ce que ça amène, par contre, c'est un questionnement de dire, écoute, c'est vraiment toi qui fais en sorte que cette personne-là meure. Ouais. Fait que ça, pour moi, ça j'ai trouvé ça tiraillant, puis on est plusieurs à se dire, ouais, tu sais, c'est que tu sois religieux ou pas religieux, il y a comme quelque chose qui fait que, normalement, c'est pas un être humain qui décide de la vie d'un autre être humain, sauf quand ils vont en guerre ou je sais pas quoi, là. Fait que, tu sais, c'était comme, ça, j'avais un petit peu plus de difficulté avec ça. Puis là, quand est venu le temps de l'aide médicale à mourir anticipée, moi, j'ai un conjoint qui veut absolument signer ça, puis il n'est pas question que quand il va être Alzheimer, qu'on s'occupe de lui, il veut avoir l'aide médicale à mourir. Fait qu'il attendait ça, lui, avec impatience. Tu sais, quand ma belle-mère est décédée, elle a fait un gros ACV, puis elle s'est jamais réveillée. Mais on a été 2 semaines à l'hôpital. Elle geignait, mais elle ouvrait jamais les yeux, puis... Si tu parlais de ça à mon chum, il dirait ça a été invivable parce qu'il aurait voulu que ça s'arrête.
C'est ça que j'ai vécu avec mon père. C'est ça. Puis moi, tu vois, on a eu une grande discussion là-dessus, puis je trouvais ça intéressant, c'est que je lui disais, je comprends. Puis j'ai dit, moi aussi, probablement que je vais le signer éventuellement. Mais j'ai dit, faut que tu penses à la personne qui reste. Parce que j'ai dit, moi, tu peux bien dire, mettons que t'es Alzheimer avant moi, tu peux bien me dire, OK, je veux l'aide médicale à mourir, puis je veux ça demain matin à 10 heures. Mais moi, je vais être prête demain matin à 10 heures? Je le sais pas. Puis j'ai dit, on fait quoi dans ce moment-là? J'ai dit, oui, il faut que je te respecte, mais en même temps, moi, je vais me sentir comment si j'ai pas envie que tu partes demain matin à 10 heures? Fait que là, il me disait, ben écoute, il faut que tu respectes mes volontés. Oui, mais j'ai dit, je pense que, contrairement à beaucoup de gens et de familles, j'ai dit, il faut qu'on s'en parle souvent et de plus en plus souvent quand on va approcher, ben tu sais, on a quand même 65 ans, là, quand on va approcher de l'âge où on risque d'avoir des troubles cognitifs, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver, ben j'ai dit, il faut s'en parler souvent, parce que c'est beaucoup le problème. Puis tu vois, j'avais une amie, qui est devenue une amie que je suivais comme patiente, puis son mari a décidé de demander l'aide médicale à mourir. Finalement, il l'a eu. Puis ça s'est passé dans leur condo. Il y avait un vide de soleil magnifique ce matin-là. Et là, ce que je me suis rendu compte, après qu'il soit décédé, c'est que ma chum, elle avait répondu oui à tout ce qu'il voulait. Il est mort. Puis là, elle s'est vraiment rendu compte qu'elle n'était pas capable de vivre avec ça. Fait qu'écoute, elle a été en dépression presque 2 ans. Parce que elle se disait, oui, il faut que je respecte ce qu'il veut, mais c'est comme si, de l'autre côté, il n'avait pas échangé sur « Mais toi, tu vas vivre ça comment? De me voir partir. » Fait que je pense que si tu veux vraiment que la famille passe ça correctement, tu sais, parler de la mort, là, tu le dis souvent, c'est pas facile. Ça fait pas longtemps que j'accepte de parler de la mort. C'est que tout le monde va mourir. C'est vrai, ça fait pas longtemps? Ah non, ça fait pas si longtemps que ça. D'en parler... Faut dire aussi que probablement que c'est parce que les gens en parlaient pas beaucoup. Puis mes parents ne parlaient pas de ça. C'est mourir. Là, ça, non. Mourir, ça, c'est quand le bon Dieu va venir te chercher. Toi, qu'est-ce qui t'a... Parce que tu disais, aujourd'hui... je revenais en pratique, ouais. Ouais. T'en ferais de l'aide médicale à mourir. Tu sais, si t'aimes le travail que tu fais comme médecin, t'as pas le choix d'évoluer aussi avec la société dans laquelle tu es. Puis, t'es là pour aider les gens. Fait que si les gens veulent quelque chose de particulier que tu sais qui existe puis que c'est correct. J'ai de la misère, tu sais, à voir. Je respecte ça, là. Si t'es croyant dans quelque chose, si ça vient pas dans ton système de valeurs, je pense qu'il faut aussi se respecter là-dedans. Mais l'expérience, mes 31 années d'expérience font que, à un moment donné, tu dis, ah, oui, je pense que je serais capable d'ajouter ça à ma pratique. Mais c'est pas parce que tu t'es fait à l'idée que l'aide médicale à mourir, c'est une bonne ou une pas bonne affaire. Pas du tout. C'est pas ça. C'est parce que tu sens que la population demande ça, comme médecin qui est dévoué. Bien, je pense que, je sais pas si c'est du dévouement. Tu sais, moi, j'ai adoré être un médecin en pratique. Je m'ennuie encore de ça. Ma job dans la vie, c'est d'aider le monde, de répondre à leurs besoins. Si la personne me dit, écoute, je veux l'aide médicale à mourir, ben si je suis pas capable de le faire parce que c'est pas dans mes valeurs, c'est mauditement ma job de dire, je vais vous trouver quelqu'un. On est le lieu au monde où est-ce qu'il y a le plus d'aide médicale à mourir qui est administrée et de loin. On est à 7% des décès, alors qu'en général, il y avait estimé au début que ça serait probablement 1%. Dans la majorité des pays où c'est légalisé, c'est 2-3%. Fait qu'on est vraiment un cas à part, où c'est hyper répandu au Québec. Fait que là, il y a plein de questions, là, puis il y a plein de recherches en cours pour comprendre pourquoi c'est aussi populaire. Mais clairement, ce que ça veut dire, c'est que là, il y a de plus en plus de gens qui font face à des trajectoires de fin de vie qui sont celles d'aide médicale à mourir, ce qui est vraiment pas usuel parce que personne, quand tu étais jeune, si on a grandi au Québec, a été éduqué à savoir que ça arriverait. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt en demandant l'aide médicale à mourir? Comment on vit ça? Est-ce qu'on se soutient? Tout ça, c'est dans notre imaginaire, c'est nouveau. Elle, c'est Valérie Bourgeois-Guérin, que vous entendez aussi dans l'épisode sur le deuil. Elle est professeure au département de psychologie de l'UQAM, psychologue clinicienne. En fait, comme Luce, elle a un CV de 12 km de long. Ce chiffre-là, 7%, m'a bien tapé dans le cerveau. Ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, on est beaucoup aujourd'hui à se retrouver à devoir conjuguer avec l'aide médicale à mourir. Alors qu'on l'a pas encore tout à fait, le manuel d'instruction du comment on fait avec ça. Ce choix-là était clair pour lui? Oui. Pour lui, c'est un gars qui était hyper vivant. Là. Il embarquait dans tout. Il allait à Saint-Denis, il allait dans les apéros, puis des soupers de ci. Puis sa conjointe est décédée, puis elle était rendue
au moment où elle voulait demander l'aide médicale à mourir. Fait que d'après moi, ce processus-là, il l'avait déjà amorcé avec sa conjointe. Puis rendu à lui, il s'est dit non, moi, je ferai pas ce qu'elle a vécu parce qu'elle a vécu longtemps avec des grosses souffrances. Puis je pense que ça lui a donné le coup de pouce pour dire, je le demande, puis le coup de pouce pour dire, je vais aller rejoindre Nicole le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est ça. Ça, c'est moi puis ma tante, Sylvie Régnier, la jumelle de mon père, qui a accompagné son beau-frère qui avait demandé l'aide médicale à mourir 1 mois avant le 8 novembre 2024. Puis je savais rien de tout ça. Non, je l'ai appris par mes parents avec qui je jasais du balado autour d'un café, puis ils m'ont annoncé ça simplement, comme ça, une nouvelle familiale parmi tant d'autres. J'ai donc eu envie d'aller jaser de ça avec elle. Vraiment serein, tu sais, il était pas aigri, il était pas... il pouvait être souriant, il appréciait que les gens soient là. Mais il a quand même fait cette démarche-là, puis tout le long, moi, je me disais, ça change les paradigmes, là, ça change la façon de le voir, la façon de l'accompagner. Tu sais, comme je disais, là, avec ma mère, mettons, là, j'allais la voir, je savais qu'elle était en fin de vie, là, ben, jamais je partais en me disant, ben là, il me reste 3 jours, il me reste 4 jours, tu sais, je partais, puis je disais, ben, bonne journée, je m'en vais travailler, je reviens, j'arrêtais pas mes activités. Lui, c'est comme ça, on est en stand-by. Pendant 1 mois de temps, on a une date. Puis là, on est en stand-by de ça va finir par arriver. Là. Mais on peut rien faire entre les deux. C'est ça qui est un peu... que je trouvais particulier. Là, tu sais, mes amis, mettons, je leur explique. Il a demandé l'aide médicale à mourir, c'est nouveau. Fait qu'eux autres questionnent un peu. Puis plein de messages, bon courage, puis mes sympathies. Puis ça, mais tu sais, il t'offre tes sympathies, mais il est pas mort. Puis là, une fois qu'il a été décédé, moi, j'ai plus dit, il est mort. Fait que là, ils m'ont dit, ben voyons, il y avait le salon, tu nous en as pas parlé. Ben j'ai dit, j'ai eu tous vos messages de sympathie puis de courage il y a 1 mois. Pour moi, je voulais pas vous envahir avec ça, là, tu sais, c'est comme... Fait que de toute façon, je vous ai senti de m'accompagner tout ce temps-là. Vous m'avez écrit des beaux messages de courage, tout ça. Mais pour moi, c'était fait. C'était pas fait. Puis même moi, j'étais ici, j'avais pas le goût de rien. J'avais pas le goût de sortir, j'avais pas le goût de... Puis quand il est décédé, le lendemain, j'ai retrouvé de l'énergie. Tu sais, je savais pas que c'était ça. Puis tout est relié à cette date-là. Tu sais, admettons, j'ai une affaire un détail, là. J'ai un match de tennis le 7. C'est la veille du 8. T'sais. Ou bien, on était invité à souper le 11. Ça va faire 3 jours. C'est tout, tu sais, c'est ça. Ouais. Tu raisonnes tout en fonction de ça. Alors que j'aurais jamais fait un lien entre mon tennis et la mort. Mais là, c'était comme... Mais oui, c'est vrai, c'est la veille de... Toi, est-ce que ça a changé ton opinion par rapport à ça? Je pense... j'ai déjà beaucoup d'ouverture, là, indépendamment de ce que lui a vécu. Ouais. J'avais beaucoup d'ouverture à ça. Je sais pas, jusqu'à... Lui, il avait toute sa tête. Je me demande si moi, j'aurais pas envie de rester plus longtemps pour vivre le plus longtemps possible les souvenirs des gens, ce que les gens autour de moi ont à vivre, particulièrement mes petits-enfants. Mais il y a 2 façons. Hein. Depuis le 1er novembre, c'est l'aide médicale à mourir anticipée, où là, tu donnes des critères. Si je me ramasse comme ma mère qui était atteinte d'Alzheimer, je pourrais dire, ben là, quand je suis plus capable de me nourrir, me changer, là, je voudrais... Mais j'aurais plus de difficultés de nommer ces critères-là. Parce que je me dis, on sait pas comment est-ce qu'on se sent quand on est rendu là, à Alzheimer. Nous autres, de l'extérieur, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense pas que ma mère vivait ça comme étant épouvantable. Fait que je me dis, rendu là, peut-être qu'elle répondait aux critères pour dire on va demander l'aide médicale à mourir, mais de quel droit on va le faire? J'aurais plus de misère, en tout cas comme aidante, là, de procéder à ça dans un contexte où tu nommes juste des critères que dans le contexte où ils sont malades, puis il n'y a plus rien à faire, puis tu le sais, là, puis ils sont pas bien. Ouais, ils sont souffrants. Tu sais, je me rappelle, là, dans ces derniers moments de vie, elle était comme... elle était drôle. Quelque chose d'hyper allumé, tu sais, puis je la sentais pas dépressive. Non. Tu sais, alors, elle a eu des bouts dépressifs, elle a eu des bouts colériques, mais de façon générale, moi aussi, je peux pas dire qu'elle avait pas envie d'être là encore. Ouais. Mais tu vois, c'est tellement tabou que même moi puis Pierre, on n'en parle pas. Ah ouais, entre vous deux, hein? Tu sais, juste dire, lui, il a ses enfants, mais il est issu d'un milieu X, et puis moi, je suis ailleurs. Ouais. On n'a même pas dit, on veut-tu être enterrés ensemble? On veut-tu être dans la même urne? Avez-vous des testaments? On a des testaments. OK.
Légalement, de détestement. C'est très bon. C'est déjà un premier pas. Des procurations, tout ça. Ça, c'est comme, c'est plus rationnel. Fait que ça, on a ça. Ouais. Mais le reste, c'est, je veux-tu aller retrouver mes parents? Ou bien je veux rester avec toi? Puis lui, veux-tu aller retrouver ses parents sans pas même se mettre ça? Pas en tout, c'est non. pas pantoute. On veut-tu être proche de où ce qu'on a vécu? On est à Laval. Moi, j'ai zéro attachement à Laval. Je veux pas Cosmodome. Je fais pas ça. Je suis attachée à Montréal, et à Saint-Donat. En tout cas, on n'a pas parlé entre nous. Je me dis, si on avait une société dans laquelle, justement, on pouvait parler plus ouvertement de ça, qu'on n'était pas autant allergique à tout ce qui nous fait penser à la mort, que la mort n'était pas non plus... la mort est cachée, est institutionnalisée. Bien, on va voir des experts, alors qu'il y a eu une époque où l'exposition, par exemple, du corps se faisait dans le salon, où le soutien au deuil, ça passait d'abord et avant tout par nos voisins et voisines. Là, c'est plus ça. C'est comme tous les signes de mort, là, on veut pas en voir. Ou sinon, c'est dans des espaces désignés pour ça. Je pense que si c'était plus ouvert, probablement que j'aurais moins de personnes qui auraient besoin de venir me voir. Lui, c'est Philippe Laperle, psychologue, qui, dans sa pratique, a développé une expertise dans l'accompagnement du deuil. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Ils n'ont pas l'espace pour se poser ces questions-là. Il y a beaucoup de silence. Ils ne savent pas comment en parler à leurs proches, comment exprimer certains besoins. Il y a une grosse partie du travail qu'on peut faire ensemble qui va être juste d'oser briser la glace, d'oser demander quelque chose, de mieux comprendre les réactions des autres, justement de mieux comprendre ce contexte-là de tabou. Fait que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui viennent pour d'autres raisons, mais il y en a beaucoup. C'est à cause de cet isolement-là, puis cette grande solitude-là dans laquelle ils sont plongés, même s'ils ont un bel entourage. C'est une phrase que j'entends tellement souvent, de dire je me sens seul au milieu de ces personnes-là. On a tous une angoisse de mort qui est comme très primaire, mais juste d'être plus en contact avec ça, d'oser en parler plus avec nos proches, de démystifier, un peu comme vous faites avec ce balado-là. On dirait que ça permet de l'approcher, mais avec une distance sécuritaire versus quand on est plongé dans le deuil, puis c'est la première fois qu'on entend parler de mort, qu'on ose en parler avec la personne qu'on va perdre. On n'a jamais parlé d'arrangement funéraire, de comment on voyait la vie après la mort, de quel genre de fin de vie on a envie. Cette préparation-là, je la vois beaucoup à travers l'ouverture à ces conversations-là. Puis quand je reçois des gens, mais finalement, c'est essentiellement ça qu'on fait ensemble. On ose parler de ce qui est peut-être tabou, de ce qu'ils n'osent pas dire à leur frère ou à leur sœur, ou qu'ils n'osent pas dire à la personne qui va décéder, parce que, bon, ils ont peur de la réaction de l'un ou de l'autre, ou ils veulent protéger telle ou telle personne. Fait que finalement, on ouvre cette espèce de boîte de Pandore-là ensemble, puis on réalise que c'est peut-être pas si... C'est grand, mais ça s'apprivoise. On peut le regarder, puis on s'effondre pas à partir du moment où on regarde la mort. Regarder la mort, c'est plonger dans une vérité qui ne peut être fardée. Elle nous oblige à contempler ce que nous sommes, nus, dépouillés, mais aussi capables de renaître à chaque instant. Dans le regard de la fin, il y a une ouverture vers quelque chose de plus vaste. Un espace où tout ce qui a été, tout ce qui est, demeure. Extrait du recueil de poèmes « Ravir les lieux » d'Hélène Dorion. Merci à Jeannette Bertrand, François-Julien Côté-Rémy, Véronique Després, Véronique Yvon, Valérie Bourgeois-Guérin, Luce Desaulniers, Joanne Blais, Philippe Laperle et comme toujours au Studio Edgar et à ma supra-collaboratrice, Laurence Régnier.